Paris, 9 décembre 2024, 6h47. Le palais de l'Élysée dormait encore sous son manteau de silence, brisé seulement par l'écho mesuré des pas des agents de sécurité sur le marbre glacé. Depuis son bureau au 3e étage, Sébastien Lecornu, Premier ministre depuis exactement 3 mois et 15 jours, scrutait les Champs-Élysées en tenant sa tasse de porcelaine de Sèvres, cadeau cérémonial de Macron lors de sa nomination. Il ignorait alors qu'un simple appel téléphonique, prévu dans exactement 3h13, bouleverserait sa vie et secouerait l'ensemble de la République. Comme chaque matin depuis sa prise de fonction, il s'était levé à 5h30, parcouru les dépêches de l'AFP, Royer et Le Figaro, puis avait traversé Paris dans sa voiture blindée pour atteindre l'Élysée. Mais ce jour-là, quelque chose vibrait différemment. Le vote de confiance du Parlement se profilait, et Lecornu savait, avec une amère certitude, qu'il était condamné à l'échec. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 78% des députés étaient prêts à rejeter son gouvernement. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la réunion du cabinet à 7h pile dans le salon doré, son téléphone personnel s'agita dans la poche intérieure de sa veste Hermès, comme pour annoncer que rien ne serait plus jamais pareil. Le Samsung vibra sur le bureau et afficha un numéro inconnu. Normalement, selon tous les protocoles de sécurité qu'on lui avait inculqués, Lecornu aurait ignoré cet appel sans même y réfléchir. Pourtant, ce matin-là, quelque chose le poussa à décrocher. Un pressentiment viscéral, comme si cette sonnerie l'attendait depuis des semaines entières. « Allô ?» articula-t-il, sa voix trahissant à la fois la fatigue et une attention immédiate. La tonalité à l'autre bout était étrangement familière, mais impossible à situer. Un homme, approximativement dans la cinquantaine, avec un léger accent du sud-ouest, s'adressa à lui. « Monsieur le Premier ministre Lecornu, j'ai des informations cruciales à vous communiquer. Ce que je vais vous révéler pourrait modifier radicalement la décision que vous vous apprêtez à prendre dans 3h13 précises. » Le cœur de son équipe s'emballa. Qui que fût cet interlocuteur, il possédait non seulement un accès quasi surnaturel à des données confidentielles sur son emploi du temps, mais savait également l'heure exacte du vote de confiance. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et surtout, comment avez-vous obtenu ce numéro? S'enquit Lecornu, les sourcils froncés. « Mon identité n'a pas d'importance pour l'instant, monsieur le Premier ministre, » répondit la voix, glaciale mais assurée, laissant planer un suspense oppressant. Ce qui frappait, ce n'était pas tant la crise que le silence troublant de Marine Le Pen durant la réunion secrète de son parti la veille à Dain-3. Elle détenait une information que Lecornu ignorait encore, un secret si bien gardé que même ses collaborateurs les plus fidèles n'en avaient pas la moindre idée. Un frisson glacé parcourut son échine. La leader de l'extrême droite, habituellement prompte à dénoncer et attaquer, restait étonnamment muette au cœur de la tourmente politique. Suspect. « Parlez, je vous écoute », articula-t-il, sa voix désormais ferme, tranchante et maîtrisée. La réponse fit basculer son esprit. « Monsieur le Premier ministre, comprenez-vous vraiment pourquoi Emmanuel Macron vous a placé à ce poste il y a 3 mois et 15 jours? Ce n'était pas pour vos compétences exceptionnelles à la défense, malgré leur incontestable reconnaissance, ni pour votre loyauté envers lui, pourtant légendaire. Non, c'était parce qu'il savait avec une précision redoutable que cette tempête politique éclaterait exactement maintenant. Lecornu reçut cette révélation comme un coup de masse. Il revit chaque détail de cette rencontre dans le bureau présidentiel. Le regard de Macron, mystérieux et indéchiffrable à l'époque, mais maintenant chargé d'une lourde culpabilité qu'il n'avait jamais perçue jusque-là. « Que voulez-vous réellement dire ?» demanda Lecornu, sa main libre serrant nerveusement le bord massif de son bureau en acajou. La réponse fut glaciale. Sa nomination n'était aucunement un honneur mérité, mais un calcul froidement orchestré, un piège savamment tendu. Emmanuel Macron l'avait placé exactement là où il savait que la tempête frapperait, que Lecornu deviendrait le bouc émissaire parfait pour cette crise inévitable. L'agneau sacrificiel de l'Élysée, voilà ce qu'il était. Un frisson parcourut ses mains tremblantes, tandis qu'il fixait l'horloge suisse sur le mur. Dans 3h08 exactement, il se retrouverait face au Parlement,
prêt à subir un vote de confiance qu'aucun sondage, aucun calcul politique, aucun analyste n'avait prévu qu'il remporterait. « Prouvez-moi que vous ne dites pas n'importe quoi », répliqua-t-il, la voix désormais dure, exigeante, défiant l'invisible. « Regardez votre boîte mail professionnelle dans exactement 5 minutes, Monsieur le Premier ministre. Vous y trouverez l'enregistrement intégral de la conversation entre Emmanuel Macron et Alexis Collère, son conseiller spécial, tenue la semaine précédant votre nomination, le 2 septembre à 20h dans le bureau présidentiel. Écoutez chaque mot. Absolument chaque mot compte. » Et comme pour sceller le suspense, la ligne se coupa brusquement, laissant le Cornu seul avec le poids de la vérité imminente. Le Cornu demeurait immobile, le Samsung toujours en main, ses yeux rivés sur l'écran noir qui reflétait son anxiété. Son cœur tambourinait si fort qu'il semblait résonner dans ses tempes. Qui pouvait bien se cacher derrière cette voix mystérieuse? Comment cette personne accédait-elle à des informations d'une confidentialité absolue? Et surtout, disait-elle la vérité? 5 minutes plus tard, comme prévu, un email surgit dans sa boîte sécurisée du gouvernement. L'expéditeur utilisait une adresse cryptée totalement inconnue, XX ProtonMail et Kimplit. Les mains de Le Cornu tremblaient en ouvrant la pièce jointe audio. La voix reconnaissable de Macron emplit ses écouteurs. « Alexis, nous avons un problème colossal qui va exploser dans les 3 mois à venir. La crise économique va s'aggraver, les manifestations reprendre et l'opposition nous attaquer de toutes parts. Nous avons besoin de quelqu'un de loyal mais sacrifiable pour le poste de Premier ministre. Quelqu'un que l'on pourra blâmer facilement lorsque tout tournera mal. Sébastien Lecornu est parfait pour ce rôle. » La réplique d'Alexis Coll trahit une hésitation palpable. « Monsieur le Président, n'est-ce pas cruel? Lecornu vous a toujours été fidèle depuis le début. Il a soutenu toutes vos décisions, même les plus controversées. » La voix de Macron se fit glaciale, impitoyable, mais ferme. « Alexis, la politique n'est pas un jeu d'enfant, ni un concours de popularité, ni un club de gentlemen. Parfois, il faut sacrifier ses alliés les plus proches pour sauver le système, protéger l'État. » Le Cornu finira par comprendre, et s'il ne comprend pas, ce sera son problème. « Mais Monsieur le Président, cela revient à manipuler un homme de confiance. » « Nous ne manipulons personne, Alexis. Nous faisons de la politique. Nous préservons la République, et parfois cela exige des sacrifices. Le Cornu aura eu l'honneur d'être Premier ministre quelques mois. C'est déjà plus que ce que la plupart des politiciens peuvent espérer dans leur carrière. » Le Cornu arracha ses écouteurs d'un geste sec, les mains tremblantes sous l'effet d'une colère pure et d'une trahison cuisante. 3 mois de labeur acharné, 18 heures quotidiennes, 3 mois de loyauté aveugle et totale, à défendre chaque décision de Macron malgré ses doutes et les cris de sa propre conscience. Tout cela n'était qu'une illusion soigneusement construite, une manipulation vile, une trahison méthodiquement orchestrée. Debout, il arpenta son bureau de part en part, les semelles de ses chaussures italiennes résonnant sur le parquet de Versailles, chaque pas martelant sa rage. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il cru en Macron à ce point? Ses yeux se posèrent sur l'horloge. Dans moins de 3 heures, il serait face au Parlement, sous le regard des caméras, des journalistes et de toute la France. Mais désormais, tout avait basculé. Il n'était plus ce Premier ministre loyal, prêt à accepter sa défaite avec dignité. Il était un homme trahi, humilié, manipulé, décidé à régler ses comptes personnels. Son téléphone officiel vibra, affichant « Président de la République Emmanuel Macron en personne ». « Sébastien, mon ami, êtes-vous prêt pour ce matin? Je sais que ce sera difficile, une épreuve terrible. Mais souvenez-vous, nous sommes dans le même bateau. Nous coulons ou nous survivons ensemble. » Le Cornu inspira profondément, cherchant à dominer sa voix. « Oui, Monsieur le Président, je suis plus près que vous ne pourriez l'imaginer. » « Parfait, parfait. Quoi qu'il arrive dans l'hémicycle, rappelez-vous que vous avez mon soutien total et inconditionnel. Je serai dans la galerie présidentielle à vos côtés. »« Bien sûr, » répondit le Cornu, sa voix désormais glaciale. « Votre soutien total et inconditionnel. » Comme à son habitude, après avoir raccroché, le Cornu s'affala sur son bureau et ouvrit son ordinateur portable, prêt à écrire. Mais ce n'était plus le discours qu'il avait peaufiné la veille avec ses conseillers.
Fini le ton humble et résigné d'un Premier ministre prêt à accepter sa défaite avec dignité. Ce qu'il tapait désormais était une déclaration radicale, destinée à secouer la République jusqu'à ses fondations. À exactement 8h30, son chef de cabinet, Pierre Dubois, frappa discrètement avant d'entrer. « Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous que je vous aide à peaufiner votre discours? Les services de communication peuvent intervenir pour les derniers ajustements. » Le cornu leva lentement les yeux, l'air glacé, et demanda « Pierre, depuis combien de temps exactement travaillez-vous pour moi depuis ma nomination? » 3 mois et 15 jours. Et avant cela, quelle était ma fonction précédente? Pierre balbutia légèrement, trahissant un malaise palpable. « J'étais au cabinet personnel du président Macron, monsieur, » avoua-t-il enfin. « Exactement, » confirma le cornu, se dirigeant vers la grande fenêtre donnant sur les jardins de l'Élysée. « Et dites-moi, Pierre, y a-t-il d'autres détails que je devrais connaître? D'autres instructions confidentielles ou secrets que le président vous a demandé de garder? » La pâleur de Pierre se fit visible, ses mains tremblant légèrement sous le poids de ce qui venait d'être implicité. « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas sûr de saisir exactement ce que vous voulez dire, » balbutia Pierre, encore tremblant. « Oh, je crois que vous comprenez très bien, » rétorqua le cornu, ses yeux lançant une lueur glaciale de colère contenue. « Allez annoncer à votre véritable patron, le président, que son plan si méticuleusement conçu vient de subir un bouleversement total. Je ne serai pas le bouc émissaire obéissant qu'il espérait. Je ne serai pas l'agneau qu'on conduit à l'abattoir sans un cri. Sortez immédiatement de mon bureau, Pierre, et dites à Emmanuel Macron qu'il s'apprête à recevoir une surprise qu'il n'oubliera jamais. » Une fois seul, le cornu reprit sa plume sur l'ordinateur, concentré sur ce discours qui n'épargnerait personne. Il savait que ce qu'il allait écrire allait anéantir sa carrière politique, qu'il n'y aurait plus de retour possible, et pourtant, il ne ressentait ni peur, ni regret. 3 mois de mensonges cyniques. 3 mois de manipulation méthodique. Il était temps de dévoiler enfin la vérité, toute la vérité, sans filtre ni compromis. À 9h45, soit exactement 15 minutes avant le vote de confiance décisif, un nouvel appel retentit. La même voix mystérieuse qu'auparavant. « Monsieur le Premier ministre, j'espère que vous avez écouté attentivement l'enregistrement que je vous ai envoyé. »« Oui, je l'ai écouté, » répondit le cornu, déterminé et silencieux. « Alors maintenant, dites-moi enfin qui vous êtes vraiment, » lança le cornu, la voix ferme, tranchante, chargée d'une détermination nouvelle qui ne souffrait aucune hésitation. L'autre répondit, calme mais implacable. « Je suis celui qui refuse de voir le peuple français dupé par ses propres dirigeants. Je suis celui qui ne supporte plus de voir des hommes intègres, loyaux et honnêtes devenir de simples pions sur l'échiquier impitoyable de la politique. Je suis celui qui croit que la démocratie mérite mieux que ses manipulations sordides et ses jeux de pouvoir minables. » Le cornu fronça les sourcils, sa curiosité mêlée de respect. « Mais pourquoi vous donnez-vous la peine de m'aider? Qui gagnez-vous exactement? » demanda-t-il, la voix trahissant à peine son inquiétude. L'autre répondit sans détour. « Parce que vous détenez encore le choix, monsieur le cornu. Un choix que la plupart des hommes politiques ont perdu depuis longtemps. Vous pouvez vous plier, accepter docilement le rôle pathétique que Macron vous a imposé, ou vous lever, courageux, et dire enfin la vérité au peuple français. Alors, qu'allez-vous faire? Écoutez, il y a encore quelque chose de décisif que vous devez savoir, annonça le cornu, le ventre noué par l'angoisse. Dans 10 minutes exactement, un nouvel email apparaîtra dans votre boîte de réception. Cette fois, il contient l'enregistrement intégral de la discussion secrète entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier soir à 23h. L'ampleur du contenu le laissait sans voix. Un accord soigneusement calculé, destiné à assurer que Le Pen n'introduise pas de motion de censure contre lui aujourd'hui, en échange de concessions précises sur l'immigration et la sécurité intérieure. Macron le sacrifiait en pleine lumière, mais veillait en secret à ce que son gouvernement ne s'effondre pas totalement. Le cornu comprit. Il était l'agneau sur l'autel, mais le système survivrait. Le silence retomba après le téléphone, et le cornu resta figé, incapable de digérer l'ampleur de la trahison. Macron et Le Pen, un pacte secret. Au-delà de tous ces cauchemars politiques.
10 minutes plus tard, pile comme annoncé, l'email arriva. L'enregistrement était plus court, mais chaque mot révélait davantage et choquait plus profondément encore. La voix de Macron, lasse mais implacable, résonna dans ses écouteurs. « Marine, votre coopération est indispensable pour demain. »« L'avenir de la stabilité politique dépend de cela, » répliqua Le Pen, glaciale et calculatrice. « Et en retour, qu'est-ce que je gagne concrètement? » En échange, nous engageons des discussions sérieuses sur certaines de vos propositions concernant l'immigration européenne et le contrôle des frontières. Officiel, pas des promesses creuses. « Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? » demanda le cornu, le souffle court. « Vous serez le sacrifice public, exactement comme prévu lors de notre accord la semaine dernière. Votre victoire symbolique sera mise en avant dans tous les médias. Vous pourrez annoncer à vos électeurs que le gouvernement Macron est tombé, mais le système, lui, restera intact. Tout le monde y trouve son compte. »« Parfait, » répondit Marine Le Pen. « Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra pour le vote de confiance. Ni pour, ni contre. Cela vous assure la majorité indispensable pour rester en place. » « Merci, Marine. »« C'est exactement ce qu'il nous fallait, » répliqua le cornu avant de claquer son ordinateur portable, laissant sa colère déferler sans retenue. Le poids de la trahison était immense. Non seulement Macron l'avait manipulé avec un cynisme absolu, mais il avait aussi négocié dans l'ombre un marché sordide avec l'extrême droite, utilisant sa loyauté et sa confiance comme monnaie d'échange politique. Il jeta un dernier regard à l'horloge murale, exactement 2 minutes avant de pénétrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, conscient que chaque seconde à venir serait historique. À seulement 2 minutes du moment où il allait bouleverser l'histoire politique française, Le Cornu sortit son téléphone personnel et envoya simultanément un message aux principaux médias du pays. Le Figaro, Le Monde, Libération, France Inter, BFM TV et LCI. Le contenu était clair et sans équivoque. Une conférence de presse exceptionnelle et exclusive se tiendrait immédiatement après le vote de confiance à l'Assemblée nationale, promettant une révélation spectaculaire et totalement inédite sur la crise politique en cours. Chaque mot pesait comme une bombe, prêt à éclater sur la scène médiatique nationale. Le document destiné à l'Assemblée prit place dans son esprit comme un ordre silencieux. Le Cornu enfila sa veste, redressa sa cravate et marcha d'un pas assuré vers l'Assemblée nationale, tenant fermement son nouveau discours explosif, le cœur battant à tout rompre, mais l'esprit limpide, parfaitement concentré. Dès qu'il entra dans l'hémicycle, il sentit l'électricité dans l'air, la tension palpable. Tous les 517 députés étaient là, un rassemblement quasi inédit dans l'histoire parlementaire française. Les journalistes avaient investi les tribunes, leurs caméras braquées sur la scène, capturant chaque mouvement. Dans la galerie présidentielle, Emmanuel Macron scrutait la scène, son assurance apparente trahissant sa confiance dans le plan machiavélique qu'il avait élaboré. Lentement, le Cornu gravit la tribune officielle, son regard balayant d'abord Macron dans la galerie, puis les députés dans leur siège, avant de se poser sur les caméras diffusant en direct chaque instant en France et à l'international. « Mesdames et messieurs les députés », lança le Cornu, sa voix résonnant avec clarté et autorité, parfaitement maîtrisée. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour sauver un gouvernement déjà condamné, mais pour exposer au grand jour la manipulation cynique et sordide qui nous a tous pris au piège. » Un frisson parcourut l'hémicycle. Murmures, regards étonnés, un choc qui ne figurait dans aucun protocole. Dans la galerie présidentielle, Macron se redressa, ses traits habituellement impassibles trahissant pour la première fois l'inquiétude et la panique devant les caméras. « Il y a exactement 3h13, je reçus un appel qui a changé ma perception de la politique française du tout au tout. J'ai compris que ma nomination comme premier ministre n'était pas un honneur dû à ma fidélité ou mes compétences, mais un sacrifice froidement planifié. Le président m'a utilisé cyniquement comme bouc émissaire, parfaitement conscient que cette crise majeure éclaterait précisément à ce moment-là. » Chaque mot tombait comme un marteau, frappant l'Assemblée et faisant vaciller les certitudes des plus avertis. L'hémicycle éclata littéralement. Les députés bondirent de leur siège, certains hurlant leur indignation, d'autres applaudissant avec une ferveur quasi hystérique.
Les caméras et micros des journalistes captaient chaque mouvement, chaque expression avec une frénésie palpable. Dans la galerie présidentielle, Macron pâlit instantanément, ses traits devenus livides, tandis que ses conseillers s'affairaient nerveusement autour de lui, visiblement dépassés. « Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs », poursuivit le cornu, sa voix tranchante et assurée dominant le tumulte, imposant un silence tendu à l'Assemblée, comme pour souligner que le pire restait à révéler. Et puis il y avait cette révélation explosive. Un accord secret et scandaleux avait été scellé la veille entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, garantissant que le Rassemblement national s'abstiendrait lors du vote en échange de concessions précises sur l'immigration. Cette fois, la pâleur gagna Marine Le Pen, assise sur son banc. Ses yeux lançaient des éclairs de fureur tandis qu'elle réalisait qu'elle aussi venait d'être manipulée et que leur pacte clandestin venait d'être exposé publiquement. « Ces enregistrements audio, » déclara le cornu en brandissant théâtralement une clé USB, seront transmis intégralement à la presse française et internationale dès la fin de cette séance. Le peuple français devait enfin découvrir la vérité sur la manière dont ses dirigeants manipulent la démocratie comme un simple jeu de cartes. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, frappait désespérément de son marteau pour rétablir l'ordre, mais c'était peine perdue. L'hémicycle était plongé dans un chaos total et incontrôlable. « Monsieur le Président de la République !» cria le cornu en fixant Macron dans la galerie. « Vous m'avez trahi de la façon la plus lâche qui soit. Vous avez trahi ma confiance et les valeurs républicaines que nous étions censés défendre ensemble. » Sans attendre le vote de confiance, il quitta la tribune, conscient que sa carrière politique était terminée pour toujours, mais aussi convaincu qu'il avait fait exactement ce qu'il fallait. Dans les couloirs de marbre de l'Assemblée, son téléphone vibra. La voix mystérieuse qui avait déclenché toute cette affaire. « Mes plus sincères félicitations, monsieur le cornu. Vous avez pris la décision la plus courageuse de votre carrière politique. »« Et maintenant, dites-moi enfin qui vous êtes vraiment », demanda le cornu une dernière fois, la voix chargée de défi et de curiosité. « Je suis quelqu'un qui œuvre depuis des années dans l'ombre, protégeant les véritables valeurs de la démocratie française. Aujourd'hui, grâce à votre courage extraordinaire, nous avons remporté une bataille décisive contre la manipulation politique, déclara la voix mystérieuse. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda le cornu encore haletant. « Maintenant, vous rentrez chez vous, sûr d'avoir préservé votre honneur et votre intégrité, pendant que la France découvre peut-être enfin qu'elle mérite bien mieux que des dirigeants jouant avec la démocratie comme on manipule de simples pions. » Sortant de l'Assemblée nationale sous un déluge de flashs et de questions pressantes, il ne répondit à rien, mais son sourire calme et profond en disait long sur son état d'esprit. Ce soir-là, dans son appartement du 7e arrondissement, Sébastien Lecornu suivait les informations sur toutes les chaînes. Ces révélations avaient déclenché un véritable tsunami politique. Macron subissait une pression sans précédent. Marine Le Pen tentait désespérément de se distancer de l'accord révélé et tous les partis d'opposition réclamaient unanimement des élections présidentielles anticipées. Son téléphone vibra. Un message de sa fille. « Papa, je suis infiniment fier de toi. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu es redevenu l'homme intègre que j'ai toujours admiré. » Pour la première fois depuis sa nomination, le cornu sourit sincèrement et profondément. Il avait perdu son poste, sa carrière politique semblait terminée, mais il avait retrouvé un trésor bien plus précieux, son intégrité, sa dignité et le respect de sa propre conscience. L'appel d'il y a 3 heures avait tout changé, pas seulement pour lui, mais pour toute la France. Parfois, c'est exactement ce qu'un pays réclame. Un homme prêt à mettre son avenir en jeu pour que la vérité éclate enfin. Dans les rues de Paris, dehors, les manifestants scandaient en chœur. « Le cornu, l'homme qui a dit la vérité. Le cornu, le héros de la République. » L'histoire retiendrait peut-être que Sébastien Lecornu avait été Premier ministre pendant seulement 3 mois et 15 jours, mais surtout qu'en quelques heures décisives, il avait bouleversé le cours de la politique française et redonné espoir à la population. Tout cela avait commencé par un appel mystérieux d'un inconnu, un homme qui croyait encore que la vérité et l'intégrité pouvaient triompher du cynisme et de la manipulation politique. Cette nuit-là, alors que Paris bruissait encore des révélations historiques de la journée,
Le Cornu s'endormit pour la première fois depuis sa nomination. Paisible, le sentiment d'avoir fait le bon choix, le seul possible pour un homme d'honneur. L'appel avait déclenché le changement, mais c'était lui, et lui seul, qui avait décidé de transformer l'histoire de France. Et pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. 3 jours après ces révélations explosives, le pays entier était en ébullition. Les manifestations se succédaient dans toutes les grandes villes, de Marseille à Lille, de Lyon à Bordeaux, tandis que le hashtag « Le Cornu Héros » devenait viral sur tous les réseaux sociaux. Dans son bureau de l'Élysée, Emmanuel Macron arpentait les allées, visiblement paniqué, tandis que ses conseillers tentaient désespérément de limiter les dégâts. Les sondages plongeaient. Sa popularité chutait de 18 points en 3 jours, un record historique jamais vu sous la Ve République. « Comment ont-ils pu mettre la main sur ces enregistrements ?» hurlait Macron, la panique visible sur son visage. Alexis Kohler, visiblement vieilli de 10 ans en 3 jours, répondit d'une voix blanche et tremblante. « Monsieur le Président, tous les systèmes de sécurité ont été vérifiés. Quelqu'un avec un accès de très haut niveau a orchestré cette fuite. » « Quelqu'un qui connaît nos méthodes comme sa poche, » grogna Macron. Pendant ce temps, dans un petit appartement du Marais, l'homme à la voix mystérieuse suivait les informations avec un sourire satisfait. Jean-Claude Marneau, ancien directeur adjoint de la DGSE, mis à la retraite anticipée après avoir refusé de participer à des opérations contraires à ses valeurs républicaines, avait passé 3 ans à collecter des preuves sur la corruption et les manipulations au plus haut niveau de l'État. L'affaire Le Cornu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il avait choisi Sébastien Le Cornu après une analyse minutieuse de son profil psychologique. Un homme loyal, intègre mais lucide, capable de prendre la bonne décision lorsqu'on lui présentait la vérité. Son téléphone vibra, un numéro familier. « Jean-Claude » ? Catherine Morin, sénatrice centriste et présidente de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'État. J'ai besoin de vous rencontrer. Urgence absolue. Je vous écoute, Catherine. Nous venons de recevoir une demande officielle pour auditionner Le Cornu devant notre commission. Il veut témoigner sous serment et annonce qu'il a d'autres révélations à faire. Marneau esquissa un sourire. Le Cornu était bien l'homme qu'il pensait. Et quelle révélation? Contrat d'armement truqué, commission occulte sur les ventes à l'étranger, financement illégaux de campagnes électorales. Jean-Claude, si c'est exact, c'est tout le système qui risque de s'effondrer. Cette nuit-là, Le Cornu ne ferma pas l'œil. Dans son appartement, il préparait avec minutie son témoignage devant la commission sénatoriale, conscient qu'en parlant, il détruirait définitivement toute possibilité de revenir en politique. Mais cela lui importait peu. La vérité devait éclater, toute la vérité. Il repensait à sa carrière. Député à 32 ans, ministre à 35 ans, premier ministre à 39 ans, et maintenant, à 39 ans et quelques mois, il allait probablement clore sa carrière en révélant les secrets les plus sombres de la République. Le téléphone vibra dans la poche du Cornu. Un message de son ancien collègue du ministère de la Défense, le général Pierre Langlade. « Sébastien, j'ai vu votre intervention à l'Assemblée. Il faut qu'on se voie. J'ai des documents sur l'affaire des sous-marins australiens que vous devez absolument consulter. Des preuves que Macron a menti au Parlement. » Le Cornu ferma les yeux, repensant à cette affaire des sous-marins. Les réunions secrètes au ministère, les contrats signés dans l'ombre, les commissions versées sur des comptes offshore, tout lui revenait. Il avait nourri des soupçons à l'époque, mais maintenant... Le lendemain matin, il se rendit discrètement dans un café du 15e arrondissement pour rencontrer Langlade. L'homme semblait nerveux, jetant constamment des coups d'œil par-dessus son épaule. « Sébastien, ce que je vais vous montrer pourrait nous coûter très cher à tous les deux, » dit Langlade en sortant une clé USB de sa poche. « Mais après ce que vous avez fait à l'Assemblée, je sais que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. »« Montrez-moi, » répondit simplement Le Cornu. Langlade connecta la clé à son ordinateur portable. « Voici les chiffres réels du contrat avec l'Australie. Regardez ces lignes comptables. 50 millions d'euros de commissions non déclarées. Et maintenant, observez les bénéficiaires. » Le Cornu écarquilla les yeux. Parmi eux figuraient plusieurs proches de Macron, certains ayant financé sa campagne présidentielle. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ?»« Parfaitement, » répondit Langlade, gravité dans la voix.
Autrement dit, le président a détourné les contrats d'armement pour alimenter illégalement son réseau politique. Et cela signifie que vous, en tant qu'ancien ministre de la Défense, étiez censé être au courant de tout cela. Mais je n'ai jamais eu connaissance de ces manigances. Ces documents, je ne les ai jamais vus. Je sais. C'est précisément pour cela que votre témoignage est crucial, pour montrer comment ils vous ont tenu à l'écart des décisions réelles tout en vous faisant porter la responsabilité publique. 2 jours plus tard, devant la commission sénatoriale, le Cornu témoignait sous serment, chaque mot pesant lourd, tandis que les caméras de toutes les chaînes d'information diffusaient l'événement en direct. La France entière était collée à ses écrans. « Mesdames et messieurs les sénateurs », commença le Cornu, la voix ferme et assurée. « Ce que je vais révéler aujourd'hui risque de choquer. Mais notre République mérite mieux que le mensonge et la corruption. » Pendant 3 heures, il exposa méthodiquement le mécanisme de corruption qu'il avait découvert. Contrats truqués, commissions occultes, financements illégaux, comptes offshore. Il exhiba des documents, des enregistrements, des témoignages irréfutables. « Le président de la République, déclara-t-il d'une voix claire et déterminée, a transformé la fonction présidentielle en une machine destinée à blanchir de l'argent et à financer illégalement son parti politique. » Dans le calme trompeur de son bureau à l'Élysée, Macron suivait les témoignages de Le Cornu en direct, le visage fermé, crispé. Ses conseillers entraient et sortaient sans cesse, apportant mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. « Monsieur le Président, » annonça son directeur de cabinet, « le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire et l'opposition dépose une motion de destitution. » Macron se tourna vers la fenêtre, scrutant au loin les manifestants hurlant « Macron, démission !» « Comment avons-nous pu en arriver là ?» murmura-t-il abasourdi. « Vous avez sous-estimé Le Cornu, Monsieur le Président. Vous pensiez qu'il se plierait à son rôle de bouc émissaire, mais vous vous êtes trompé sur cet homme. » Pendant ce temps, dans son appartement, Le Cornu recevait une avalanche de messages de soutien. Des citoyens, des élus locaux, des magistrats, des journalistes, tous louant son courage et sa décision. Mais le message le plus poignant venait de sa mère, âgée de 78 ans. « Mon fils, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Tu as choisi l'honneur plutôt que le pouvoir. C'est ce que ton père aurait voulu. » Jean-Claude Marneau, l'homme mystérieux à l'origine de toute cette tempête, observait la scène avec satisfaction. Son plan avait fonctionné au-delà de ses attentes. Non seulement Le Cornu avait révélé la manipulation dont il était victime, mais il avait aussi ouvert la voie à une enquête sur l'ensemble du système. Marneau prit son téléphone et composa le numéro de Le Cornu. « Je pense qu'il est temps que nous nous rencontrions en personne. »« Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Le Cornu. « Je suis celui qui vous a appelé il y a 1 semaine, et je crois que notre travail n'est pas encore terminé. » Le lendemain, dans un petit restaurant discret de Belleville, Marneau et Le Cornu se retrouvèrent pour la première fois. Marneau, homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard perçant, dégageait immédiatement une autorité rassurante. « Pourquoi moi ?» demanda Le Cornu. « Pourquoi m'avoir choisi ?»« Parce que j'ai étudié votre parcours, » répondit Marneau calmement. « Je savais que vous étiez un homme intègre, incapable d'être corrompu et que vous étiez parfaitement positionné pour exposer la vérité. Et maintenant ? Maintenant, nous allons aller plus loin. Ce que vous avez révélé n'est que le début. Il existe d'autres affaires, d'autres scandales, d'autres mensonges. La France mérite de tout savoir. » Le Cornu observa cet homme qui venait de transformer sa vie. « Vous savez que je ne pourrai jamais revenir en politique après tout ça. »« Et est-ce que cela vous dérange ?» demanda Marneau. Le Cornu réfléchit un instant. « Non. Curieusement, non. Je me sens plus libre que jamais. Alors nous continuerons ensemble, pour la République, pour la démocratie, pour la vérité. » Ainsi commença une nouvelle aventure pour Sébastien Le Cornu. Non plus comme homme politique, mais comme défenseur inflexible de la transparence démocratique. L'appel téléphonique qui avait tout déclenché n'était que le point de départ d'une véritable révolution, prête à nettoyer les écuries d'Augias de la politique française, née d'un simple appel, un matin de décembre, dans les couloirs silencieux de l'Élysée.